Salut cher otaku! Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui sera essentiellement basée sur le manga et les jeux vidéo, mes deux plus grandes passions. Alors justement, pour ma première vidéo, je souhaiterais vous présenter un manga qui me tient vraiment à cœur. Ce manga aura vraiment été un des meilleurs selon moi, une véritable révélation qui m'a en plus beaucoup inspiré durant mon enfance. Je veux parler de Degaiman! Eh oui, je suis une pure fangirl de Degaiman, voire un peu trop selon certains. Mais bon, je tenais vraiment à vous en parler et j'espère qu'il y aura des connaisseurs parmi vous. Alors un petit tour du support. Degaiman est un manga de Katsura Hoshino, prépublié entre mai 2004 et avril 2009 dans le Weekly Shonen Jump, puis dans le Jump Square entre novembre 2009 et décembre 2012 où elle a ralenti les publications suite à de gros soucis de santé qui mettra les fans dans une tristesse incomparable. Mais après une longue et douloureuse absence de 3 ans, notre mangaka reviendra plus forte que jamais avec des publications dans le Jump Square Crown depuis juin 2015 pour notre plus grande joie. Autant vous dire, je ne tenais pas en place à la sortie de ce chapitre tellement j'étais heureuse. Du côté de l'Hexagone, il est publié par l'éditeur Glénat depuis septembre 2006. La série compte actuellement 24 tomes à son actif. La date du dernier tome sorti date tout de même de juin 2014. Mais Degaiman, ce n'est pas que des mangas, c'est aussi 3 romans. Et oui, ils se prénomment Degaiman Reverse. Leur date de publication se situant entre mai 2005 et décembre 2010. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de les lire, donc si vous les avez lus, laissez-moi un petit commentaire pour m'en dire plus. Degaiman possède aussi son animé, 103 épisodes au total, qui est fini à ce jour. Il fut animé par les studios TMS Entertainment. La première diffusion date d'octobre 2006 et la série prendra fin en septembre 2008. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille, elle vaut vraiment le détour. Malgré quelques hors-sujets inutiles, pour ma part, elle rajoute quelques petits éléments qui enrichissent le manga, après, c'est mon avis personnel. Beaucoup attendent la suite, mais il faut se dire qu'avec le rythme de publication d'Hoshino, c'est presque impossible de faire un rythme d'animé correct. C'est déjà bien qu'on ait une suite au manga, qu'on se le dise. Personnellement, les chapitres tous les 3 mois me conviennent parfaitement. C'est déjà beaucoup? Alors vous n'avez pas vu la suite. Il y a aussi des petits fanbooks Degaiman Grey Arc où on a de petits chapitres de zone, l'un des one-shots que Hoshino a publié et qui l'a inspiré pour Degaiman. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et un artbook de grande facture appelé Noche. Personnellement, en 2 lectures, la qualité du livre était tellement à désirer que le mien se retrouvait dans un classeur. Triste réalité. Il y a aussi des petits goodies, dans un nombre limité, mais trop kawaii. J'avoue que l'on a bien été gâtés, surtout moi, pure fangirl que je suis. Mais attendez, ma chaîne parle aussi de jeux vidéo, tant mieux, car Degaiman possède aussi 2 jeux vidéo, que je n'ai pas testés malheureusement, mais si vous avez eu la chance de les essayer, laissez-moi vos avis en commentaire, je suis tout oui. Donc, nous avons Degaiman Kaminoshi Totashi qui est sorti sur la Nintendo DS, ainsi que Degaiman Sosha no Shikaku qui lui est apparu sur PlayStation 2. Nous apercevons aussi le personnage principal Alan Walker en tant que personnage soutien dans Jumpstar vs Victory sur PS3, PS4 et PS Vita où j'ai passé des heures sur ce jeu, mais j'en parlerai dans un épisode qui lui sera dédié. Comme vous pouvez le remarquer, cette série est plutôt variée niveau support. Mais je pense que j'en ai assez dit. Nous avons à présent rentré dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Degaiman? Quelle est l'histoire? Eh ben nous allons en parler. Degaiman se passe à la fin d'un 19e siècle alternatif. On est introduit dans un monde où une guerre se déroule entre 2 parties, la Congrégation de l'Ombre et le Comte Millénaire. Commençons donc par la branche de notre héros. La Congrégation de l'Ombre est une branche du Vatican qui lutte contre des machines créées par le Comte Millénaire, les Akuma, démons en japonais, qu'il crée pour pouvoir détruire notre monde. Ces êtres sont fabriqués à partir de désespoir et de tristesse d'une personne qui a perdu un être cher et qu'il désire le revoir. Le comte arrive avec un mécanisme de sa propre invention et propose à cette personne un pacte. Elle doit rappeler l'âme du défunt de l'au-delà. Si la personne accepte, l'âme s'infiltre dans le mécanisme. Empli de haine car étant transformé en Akuma, le mécanisme tue alors la personne qui l'a rappelé et prend possession de son corps, devenant ainsi une arme aux ordres du comte. Alors je sais qu'après avoir perdu quelqu'un, on aimerait tous la revoir. Mais de là à faire confiance à un type qui débarque de je ne sais où, en haut de forme étrange et avec une sale tronche en plus, personnellement, je lui dirais une seule chose, full camp. Après oui, il propose de faire revenir la personne, mais on se doute bien qu'il y a une contrepartie autre que de rappeler l'âme. Même si à chaque dialogue il a des petits cœurs pour montrer qu'il est mignon, ça me ferait encore plus douter de lui. Bref, retournons à nos moutons, les exorcistes. Ils ont pour mission d'exterminer les Akuma et le comte millénaire. Pour cela, ils possèdent des armes appelées armes anti-Akuma,
faite à partir d'une matière sainte appelée cristal divin ou innocence. La congrégation de l'ombre cherche les compatibles à innocence pour ainsi en faire des exorcistes. Les compatibles, ce sont ceux avec lesquels les cristals divins entrent en résonance. Il existe différents types d'innocence, les types équipement où le cristal divin n'est pas en contact direct au métabolisme de l'exorciste et donc est façonné par rapport à ses propres caractéristiques pour une utilisation plus simple mais limitée. De plus, il y a moins de danger pour le compatible, exemple le sabre de Kanda ou les bottes de Lenali. Ensuite, il y a les types symbiotiques ou parasites qui sommeillent dans le corps du compatible jusqu'à devenir une arme. Ce type est le plus puissant car ils sont en contact direct avec le matériau brut et donc réagit directement aux pensées et désirs du compatible, mais en contrepartie, si l'arme prend des dégâts, le compatible va en subir les conséquences. Exemple, le bras de Allen ou les dents de Alistair Crowley. Donc voilà, ce manga va parler d'une petite guéguerre entre les vilains et les gentils. Dans ce manga, nous suivons un jeune garçon au nom d'Alan Walker, jeune exorciste et bien charmant, de type symbiotique. Nous allons donc le suivre dans chacune de ses péripéties, entouré de multiples exorcistes et autres personnages assez importants pour l'intrigue. Je ne souhaite pas vous en dire plus, car quand je commence, je spoil un peu trop facilement. Petite pensée à ma petite sœur que je lui ai involontairement spoilé la nuit 219. Je t'aime ma sœur. Puis, le manga mérite toute votre attention pour la lecture car il en vaut le coup. J'avais promis que je parlerais de Zone, et ben allons-y. Il faut savoir que Zone, le one-shot qui a inspiré des Greyman, fait partie d'un autre délire. En effet, le personnage de Robin, qui devient par la suite Allen, a aussi un œil bizarre et une arme anti-Akuma, mais ne fonctionnant pas du tout pareil. Pour ceux qui désirent lire les chapitres de Zone, passez cette partie de la vidéo, car je vais vous spoiler les chapitres que j'ai lus dans le fanbook Greyark, mais il ne spoil en aucun cas des Greyman. On est entouré de personnes qui ont lu les chapitres de Zone ou qui n'ont pas peur du spoil? Très bien, allons-y. Robin, voulant faire ressusciter sa grande sœur Julia, décide de signer un pacte avec le comte millénaire qui l'a transformé en Nivose. Alors qu'est-ce qu'un Nivose? Pour ma part, je pense que c'est le nom de la fusion du squelette et de l'âme qui s'appelle comme ça, mais je n'en sais pas plus. Mais par la suite, le nom est décerné à un navire qui a sombré avec Julia à son bord. Un rapport? Si vous le savez, je serais heureux de le savoir. Mais je vais continuer à les appeler comme ça pour la suite. Ne soyez pas perdus, hein. Le comte millénaire poignarde Robin pour que le Nivose revête sa chair. Tuant donc Robin et créant ainsi un Akuma, celui de Julia. Contrairement aux Akuma de des Greyman, ceux de Zone connaissent les émotions, peuvent réagir par rapport à elles. Ils ont une colère incontrôlable, mais connaissent aussi la tristesse, la joie, les craintes, etc. Mais contrairement aux autres Akuma, Robin a un sceau implanté dans l'œil gauche, lui permettant de contrôler son côté Akuma et décidant ainsi de ne plus répondre aux ordres du comte, qu'il transmet grâce à des cornes présents sur chacun d'eux. Dans la ville de Zaka, Robin rencontre une demoiselle s'appelant Lenali. Pas besoin de dire qui elle est dans des Greyman, hein, c'est inutile. Une jeune servante dans un bar. Ayant perdu son fiancé pendant le naufrage, elle conclua un pacte avec le comte pour pouvoir le revoir. Mais Robin arriva, lui demanda de déchirer le pacte pour que son âme puisse partir en paix. Ce pacte liant les deux parties concernées, le comte et Lenali dans ce cas de figure, personne d'autre doit les déchirer ou sinon ça revient à détruire l'âme du revenu. Voulant à tout prix le revoir, elle se dit préférer devenir un Akuma plutôt que de le reperdre une seconde fois. Mais, voyant le Nivose, elle se résilia à le revoir et déchira le pacte avant que le comte la tuât. Alors quelques petits trucs que je vais rajouter. Les armes anti-Akuma ne sont pas liées à une seule personne. Robin obtient le bras de son maître, Cross. Il lui céda en disant qu'il en retrouverait un, mais plus puissant, mais ce ne serait pas un handicap pour l'utilisation de son autre arme, le jugement pour les connaisseurs. En utilisant cette arme, Robin perd beaucoup d'énergie et donc limité dans son utilisation. Si son énergie tombe trop bas, son sceau sur le front, qui retient l'âme qui est en lui, se brisera et il deviendra un Akuma à part entière, obéissant au comte. C'est une façon très étrange de voir l'univers de The Greyman d'une nouvelle façon. J'ai trouvé ça très intéressant pour ma part. Allez, assez parlé de Zone, retournons à nos moutons. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel sur The Greyman, ainsi que ses qualités, mais aussi ses défauts. Et oui, j'ai osé dire que ce manga a des défauts, légers certes, mais il y en a. Alors pour moi, The Greyman, c'est un très beau manga. On n'en serait même pas douté, hein. Les dessins sont beaux, il y a de très grandes améliorations par la suite au niveau des traits des personnages, montrant un vieillissement pour certains. Par exemple, Allen n'a pas le trait enfantin du début. Il prend un visage d'homme, ayant un visage plus fin, avec des cheveux plus longs et un regard plus expressif, et il y a beaucoup de plus.
Pareil pour les Nali, c'est très la rendre plus féminine et beaucoup plus adulte. Et je dis pas ça parce qu'elle porte des vêtements de plus en plus courts. Bande de coquins. Les décors sont assez détaillés, bon, ça claque pas la gueule, mais ça reste beau et on se repère vite dans les lieux où se passe l'action. Certains personnages ont une histoire qui les introduit bien. Les développements sont assez bons et on s'accroche facilement à eux. Malheureusement, certains personnages qu'on a réussi à accrocher sont laissés à l'abandon pour la suite ou qu'on ne sait presque rien sur eux. Mais certains personnages sont vraiment trop sous-exploités, ce qui est grandement dommage, ou carrément qu'on les introduit tellement bien qu'on les voit plus pour la suite. Beaucoup trop de personnages pour les introduire? Laissons la place aux plus populaires, voyons. Les seuls qui ne seront jamais délaissés par la narration. Soit Alan Walker, personnage principal oblige, Lenali Lee, exorciste de type équipement avec les Dark Boots, même si on sait rien sur son passé avec son frère, le grand intendant comme Willy. Yukanda, exorciste de type équipement avec Mugen, et les Bookman. Le reste, on les voit apparaître comme ça, mais ne jouent que très rarement un élément majeur pour le déroulement de l'histoire. Gagnent rarement de combats, voire un seul pour certains. Enfin bref, dommage, car j'aimais beaucoup les personnages que l'histoire avait réussi à introduire, et j'aurais aimé avoir une scène de combat avec eux. Mais bon, c'est la vie. Après, le manga n'est pas fini, ils peuvent toujours revenir sur le devant de la scène à tout moment. Kanda a bien réussi par la suite à presque voler la vedette Hélène, pourquoi pas les autres? Ensuite, pour moi, l'univers est riche, il nous laisse toujours à réfléchir, malgré par la suite des assez grosses incohérences, mais qui seront sûrement justifiées par la suite. Le développement des ennemis est bien fait. Bon, ils rentrent pas dans l'histoire comme des fleurs, quoi, ils ont une raison d'exister qui est justifiée. On rentre facilement dans l'univers, voir si on est vraiment à fond dedans, on a du mal à en ressortir, voire même que de temps en temps, on a l'impression de faire partie de l'équipe des exorcistes qu'on suit. Les power-up ont tous une raison d'être et ne sont pas surexploités. Niveau animé, les seiyuu jouent clairement leur jeu, ils sont à fond dans le personnage. D'ailleurs, la seiyuu d'Hélène a dû avoir quelques extinctions de voix, un peu comme le seiyuu de Luffy ou de Naruto, pour ne citer que. Les animations sont potables, c'est pas magnifique et certains sont souvent recyclés. Les OST sont assez jolis, bon, ça vaut clairement pas Fairy Tail, hein, mais ça reste quand même écoutable. Les openings ont une fâcheuse tendance au spoil, mais ont de très bonnes musiques. Les dessins suivent assez joliment l'œuvre, du moins on n'a pas de mal à reconnaître les personnages, et quand le dessin de Shino change, l'anime change aussi sa façon de dessiner. Des hors-sujets inutiles à mon goût, mais d'autres nous permettent de décontracter, de rigoler en voyant les personnages faire autre chose que de traquer les Akuma, voire même d'en connaître plus sur certains exorcistes, leur passé comme Desia, voire même le maréchal Yegarde. Donc l'anime est à regarder, mais sans être trop sérieux, avec une bonne tasse de thé et une couverture pour relaxer, car vous allez en bouffer des hors-sujets qui vous donneront envie de dormir. Si vous ne connaissez pas des Greyman, j'espère que je vous ai donné envie de le lire, sinon, ma vidéo n'a servi à rien. Sachez que si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un MP, je serai ravi d'y répondre. Ma vidéo touche à sa fin. Je vous remercie donc de m'avoir écouté, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que tu veux en savoir plus, abonne-toi, j'essaierai de prendre un rythme de publication correct. Tu peux aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook, et aussi faire connaître cette vidéo en partageant à tes amis otaku. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis tous à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les otaku!